Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. L'émission d'aujourd'hui est un peu spéciale puisque nous allons nous intéresser à 10 mangas, plus ou moins, surtout plus. Alors, est-ce que ce sont les 10 meilleurs mangas de l'histoire de la vie de toujours ? Pas forcément, mais ce sont 10 mangas sélectionnés avec soin par l'auteur, dessinateur, directeur artistique, scénariste et réalisateur Julien Nil, à qui l'on doit notamment la série de bande dessinée et le film Lou, et plus récemment Lou Sonata, dont le tome 2 est dispo depuis le 15 novembre, donc depuis bientôt une semaine. Salut Julien, bienvenue dans la 5e de couve. Salut, merci, bonjour. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, une invitation menée de main de maître par Robin. Salut Robin. Salut. Est-ce que tous les deux vous pouvez d'ores et déjà teaser quelques noms de mangas dont on va parler dans la suite de cette émission ? On va parler de Yotsuba. Et on va parler d'un manga que j'ai découvert avec le tome 2. Donc c'est nos auditeurs qui me connaissent devineront peut-être desquels il s'agit. Le top 10 manga de Julien Nil, c'est parti et c'est dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! La 5e de couve, c'est le seul podcast où tous ensemble nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter et aimer la sélection manga de Julien Nil, dont la dernière BD vient tout juste de sortir, Lou Sonata, tome 2. Lou Sonata, pour expliquer à tous les auditeurs, c'est la suite de la bande dessinée Lou, sauf que cette fois elle n'est plus la collégienne des tout premiers volumes, elle a grandi tout au long des 8 albums pour être au début de Sonata une étudiante, et donc maintenant elle attaque à pleines dents sa vie de jeune adulte. C'est ça, tout à fait. Et on a 2 tomes, le tome 1 de Lou Sonata qui est dans un rythme assez différent du tome 2 où c'est un vrai choix d'avoir fait quelque chose d'un peu plus posé dans le 1 et plus rythmé dans le tome 2. De manière générale, tous les tomes de Lou, depuis le début, j'essaie d'alterner et de jamais me reposer sur une structure qui est la même et d'inventer des nouvelles structures. Et effectivement, le tome 1 avec Lou qui arrive dans une nouvelle ville et tout, c'était quelque chose qui parlait quand même pas mal de solitude. Et c'était sur une temporalité d'1 an à peu près sur cet album. Et là, depuis le tome 2 de la première saison, j'avais cette idée de faire un album en plan séquence et de faire un album effectivement où il n'y avait pas d'ellipse du tout. Et 20 ans après, quasiment, j'ai trouvé enfin la structure pour le faire, le cadre qui est ce festival de musique imaginaire que Lou monte avec ses amis à Mortegouze, le village de sa grand-mère. Et effectivement, c'est un rythme qui est complètement différent du premier. Et qui se rapproche peut-être un peu plus du manga. Je sais pas, peut-être un peu, si tu veux vraiment faire des liens tirés par les cheveux, vas-y. Je vais essayer de faire des liens tirés par les cheveux durant toute cette émission. Okay. T'es un fan de manga depuis toujours, depuis l'arrivée du manga en France, ou c'est venu un peu plus tardivement ? Disons qu'en fait, comme tout le monde de ma génération, on a été exposé beaucoup au début à l'animation, en fait, avec les Goldorak, les fondamentaux comme ça qui passaient à la télé dans le Club Dorothée, qui étaient très souvent charcutés et mal diffusés, mais bon, c'est comme ça en fait, effectivement, sans même avoir conscience du fait que c'était des dessins animés japonais, parce qu'ils faisaient tout pour éviter de le dire. Ils franchisaient Juliette Je t'aime par exemple, la maison Ikoku et tout, c'était une boucherie quoi. Donc j'adore les prénoms de cette époque. Hugo, tout ça, on n'avait pas forcément conscience que c'était de l'animation japonaise. Et puis quand on est enfant, on s'en fiche un peu en plus. Ouais, complètement. Et donc, on en parlera, mais il y a effectivement plein de trucs en anime de l'époque qui m'ont vraiment marqué. Et en fait, c'est vers 15 ans, quand j'avais 15 ans, je pense que Glénat a commencé à publier pas mal de trucs importants dont on va parler aussi, et là où d'un coup j'ai découvert un pan de culture que je connaissais pas du tout. Moi j'étais fan déjà de bande dessinée franco-belge, de comics et tout, et puis là d'un coup tu te dis ok, il y a un RG japonais, il y a Tezuka, et tu te prends ça dans la gueule à 15 ans, et quand t'aimes la bande dessinée, en fait c'est une ouverture incroyable quoi. Et donc moi je continue en fait, je lis pas mal de bandes dessinées, je continue à en acheter énormément, et un grand panel de tout ce qui existe, franco-belge, japonais et manga en fait.
Le top 10 de Julien Nil dans un instant, mais si vous nous découvrez, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins, pour parler de manga. Parfois nous proposons des émissions d'analyse, comme la semaine dernière avec Spy Family, une émission qu'on avait enregistrée dans la librairie parisienne Le Renard Doré, avec une partie de leur équipe, et puis parfois c'est plus SF et intimiste, plus entre nous, comme il y a 2 semaines avec le manga plus tôt, et aujourd'hui donc un peu de souvenirs, un peu de nostalgie, beaucoup de recommandations avec le top 10 de Julien Nil. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre bon vieux blog la5e-de-couve.fr, numéro 1 de ta liste, Julien. C'est le premier manga sorti en France de manière grandiloquente, dirons-nous. C'est Akira de Katsuhiro Otomo. Ouais, bah évidemment. Alors, c'est un top 10 un peu qui est dans le désordre, en fait. Il n'y a pas vraiment de priorité. Hein. Mais effectivement, Akira, quand c'est sorti, les premières éditions colorisées, Glénat, vous avez racheté les couleurs américaines et tout ça. Alors, je sais pas vraiment si j'ai découvert le manga ou l'anime en premier, mais effectivement, c'est un choc, quoi. C'est vraiment le truc. Tu dis, ok, il y a quand même quelque chose là, et c'est encore une œuvre maintenant que je relis régulièrement et qui me fait bloquer complètement. Moi, il y a, si je peux recommander, c'est pas un podcast, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Cartoonist Kayfabe. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une chaîne de comics qui est animée par Ed Piscor, qui est l'auteur de Hip Hop Family Tree, et je ne sais plus comment s'appelle l'autre qui dirige ça avec lui. Et c'est super intéressant parce que c'est de l'analyse de comics, en fait, où il y a la caméra au-dessus et ils vont feuilleter un comics ou d'ailleurs une BD franco-belge ou un manga. Et là, par exemple, récemment, il y a eu, ça je me suis régalé, ils ont fait tout Akira quasiment, et qui était commenté par Jeff Darrow, il y a eu Jeff Darrow, il y a eu, je sais plus, Frank Quietly, et donc des auteurs pour qui, effectivement, ça a été une claque, et en fait, là, c'est super agréable d'avoir, effectivement, où ils bloquent sur chacune des pages, et tout, et ça m'a replongé dans Akira encore. Et est-ce que il y a aussi cette dimension, c'est un artiste total, quoi. Otomo, il a fait la réalisation de son film et tout. Est-ce qu'il y a aussi ça qui t'inspire parce que toi aussi tu t'essayes à différents médiums, quasiment dans tous les médiums de création. Donc est-ce qu'il y a ça aussi dans le personnage d'Otomo qui te... Ouais, dans le personnage, et puis c'est complètement fou parce qu'en plus je crois qu'il a réalisé le film pendant qu'il faisait le manga, quoi. Ouais, Akira manga animé, c'est un peu le fou la poule. Enfin, on sait pas qui est né avant l'autre finalement. Et bon, ensuite le DB il est incroyable, mais en même temps il se finit un peu en queue de poisson, quand même, faut avouer. Mais bon, c'est quand même un spectacle pyrotechnique qui te bouleverse complètement. Et puis en fait, moi, le découpage, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, le découpage d'Akira, il est incroyable, il est assez simple en fait. Ces cases, elles sont, c'est un gaufrier assez simple en fait. Il y a très peu de diagonales, de choses éclatées. Mais pour autant, il y a un dynamique et une efficacité, qui est incroyable. Mettre en scène de l'action comme ça, c'est fabuleux, quoi. Je pense d'ailleurs c'est ce que disait Jacques Glénat quand il est tombé dessus, c'est qu'il disait que ça ressemblait à de la BD franco-belge justement, avec ce gaufrier relativement classique, mais c'est effectivement dans les cadrages et la dynamique globale que c'était complètement et puis inédit, quoi. Pour moi, cette correspondance intéressante parce que mon auteur franco-belge préféré de tous les temps, c'est Moebius, et donc forcément Moebius, Akira, et Moebius et Otomo, il y a vraiment, c'est un ping-pong, c'est-à-dire qu'ils sont autant fans l'un de l'autre, et en fait tu retrouves des choses dans les deux, quoi. T'as une image, un moment de vie qui te revient quand tu repenses à Akira? C'était d'aller le voir au cinéma, je sais, dans un tout petit cinéma à Paris et tout ça, et donc c'était c'était une énorme claque, quoi. Et très, très lié au souvenir de ce tout petit cinéma incroyable. Et là récemment d'ailleurs, ensuite, bien sûr, quand il est sorti en VHS à l'époque et tout, je l'ai poncé la VHS. Et là, je l'ai redécouvert en 4K restauré et tout, et reclaque en fait, moi, comme aussi, au début. C'est incroyable, quoi. Avec un rythme qui était quand même très différent de ce qui se fait aujourd'hui, hein, pour le long métrage en tout cas. Aujourd'hui, on verrait plus, on laisserait plus un réalisateur se poser comme ça sur quelque chose. Alors à l'époque, c'était pas censé avoir une telle ampleur, ceci dit. Mais... Son rythme en animation et en BD, c'est un peu pareil, c'est la même chose. Il a vraiment des trucs où il va des fois avoir des trucs qui vont à 100 à l'heure, et puis des fois se poser, être contemplatif. Ça, pour le coup, moi, de manière générale dans le manga, c'est le truc qui m'a vraiment plu. C'est-à-dire que nous, entre guillemets, en franco-belge classique, 46 pages couleur, on n'a pas le temps de se poser. C'est-à-dire que toi, quand tu veux sur un 46 pages couleur,
Tu veux utiliser une pleine page de contemplation, une double page de contemplation, ça te nique un 23e de ton histoire en fait. Là où effectivement sur ces grandes paginations et ces histoires longues, le manga, ils peuvent se permettre de... Moi, je me souviens, j'avais été marqué dans Fullmetal Alchemist. Il y a une scène où il s'est fait péter son bras robot, il doit aller le faire réparer. Il y a un seul artisan dans un village et tout. Et ils sont dans leur histoire, ils sont vraiment dans leur quête et tout. Il faut qu'ils fassent ça avant d'aller à autre chose et tout. Et ils arrivent en fait devant le mec. Et en fait, chez ce mec, ce mec, il y a sa femme qui est en train d'accoucher et tout. Et en fait, les personnages, ils restent là pendant une semaine en fait. Et parce que en fait, la naissance de l'enfant est prioritaire à leur quête et tout ça. Et ça, je trouve ça incroyable de pouvoir faire ça. D'avoir le temps d'avoir le temps de prendre ce genre de pause et tout ça. Ouais, toi, t'es passé sur une plus grande pagination aussi. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, pour de vrai, moi, le format 46 pages couleur dans lequel est née la série Lou, qui est né dans les pages de Cho chez Glénat, donc à l'initiative de Zep et de Jean-Claude Cabano pour lancer des nouveaux auteurs. On était dans le format classique, Titeuf, du 46 pages couleur qui était imposé, qui était un format industriel et tout. Je me suis prêté au jeu au début, mais en vrai, c'est pas du tout le format que je lisais moi, et c'est pas un format. Si on m'avait donné le choix en fait au tout début, je serais pas allé vers ça du tout. Pour autant, je me suis plié au jeu et j'ai essayé de le tordre dans tous les sens pendant 8 tomes et de voir tout ce que je pouvais faire autour de ce format. Mais si tu veux, là, quand j'ai entamé Sonata 2, pour moi, c'était la condition sine qua non, c'est que pour que je continue à raconter cette histoire et y prendre du plaisir, il fallait que j'invente moi-même mon format. Et effectivement, c'est un format qui est hybride entre le comics et le manga. T'es pas loin de 180, non ? 120. 120, ouais, 120. Et effectivement, dans lequel je suis beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire que pour moi, le fait, bizarrement, d'avoir un format plus petit, tu fais moins de strips, donc le parcours visuel dans l'œil, l'œil dans la page est beaucoup plus direct. Comme tu as plus de pages, tu as plus d'ellipses, et l'ellipse et de suspense de bas de page, et c'est vraiment un de nos outils principaux en tant que narrateur, tu vois, c'est ça. Et donc tu fais des dessins plus grands, tu as plus d'espace, et ça respire beaucoup plus en fait que dans un 46 pages pour moi, qui est un format où tu lis strip par strip de façon très linéaire. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a le nombre de cases, mais il y a aussi, tu joues beaucoup avec les blancs tournants, les marges, l'espace, je fais sortir les fonds perdus. Je fais respirer, voilà. c'est ça, je fais respirer les cases hors de la page, et ça c'est... Ça, c'est vrai que dans le manga et dans le comics, on voit beaucoup ça. Beaucoup ça, ouais. Mais moi, genre des fois, t'as 2 cases par page, et puis c'est comme ça, quoi. Et pour moi, la marge du franco-belge et tout, elle me semble pas naturelle du tout. C'est ça. Autre manga, là on est aussi à des années-lumière de Lou, mais c'est aussi un titre culte au même titre que Akira, c'est Gun de Yukito Kishiro. Même époque ? Même pour époque toi, aussi. Même âge à peu près ? Ouais, même âge et tout. Ça, je me souviens d'avoir acheté le premier tome dans un intermarché en vacances et d'être tombé là-dedans. Alors, est-ce que... En fait, finalement, je comprends, c'est très différent de Lou, mais finalement... il y a une héroïne déjà. Il y a une héroïne, il y a beaucoup d'humanité, paradoxalement, dans cette histoire. Et puis voilà un truc, un récit cyberpunk complètement dingue. Alors j'avoue que j'ai surtout suivi les premiers arcs et que j'ai été perdu à Gun Last Order et tout là, je crois. Quand il a commencé à parler de physique quantique. Ouais, j'avoue que j'étais un peu paumé et que ça me plaisait moins que le truc hyper dynamique du début. Pareil aussi, découpage qui est incroyable et plein de thématiques folles, quoi. Et puis un dessin incroyable aussi. Enfin. L'invention du motoball aussi qui a failli faire disparaître le manga, parce que ça a marché partout sauf au Japon à l'époque. Cet arc ? L'arc du motoball, ouais. C'était un arc qui était très peu apprécié par les lecteurs du magazine. Ouais. Alors c'est marrant parce que ça m'a... Et par son éditeur, après il s'est quand même beaucoup embrouillé avec son éditeur. Donc. D'accord. Moi ça m'a fait penser beaucoup à justement, on en parlera peut-être quand on parlera des animés Cobra, où il y a dans Cobra aussi, il y a d'un coup où l'histoire prend une tangente pendant plusieurs épisodes, alors je sais plus comment s'appelle le sport, mais c'est aussi un sport ultra violent et tout. Et je sais qu'à l'époque, par contre, moi, c'était le genre de truc que j'aimais particulièrement, c'est d'un coup, tu as une série qui ronronne, et puis d'un coup, tu fais un épisode ou 2 épisodes où tu vas sortir du truc, et ça m'a beaucoup influencé, en fait.
Mais c'est ça qui est fort aussi avec Kishiro, c'est qu'il a réussi quand même à nous tenir sur seulement 9 tomes, mais on a l'impression que l'histoire est géante, que ça a duré. Alors lui en plus il l'a écrite pendant longtemps, mais une espèce d'impression aussi fleuve qu'un Naruto presque. Bah c'est ça, c'est que t'as je sais pas combien d'arcs dans le 9 tomes, et ouais, les arcs font 1-2 tomes grand maximum, quoi, et c'est vrai qu'il y a une richesse de personnages. C'est ça, les personnages sont super bien écrits, il y a un truc très mélodramatique. Et nouvel arc, il y a toujours des nouveaux persos, et malgré tout, tu rentres dans le truc, quoi. Autre manga culte, autre époque très très proche. Là, on est Akira, Gun et le suivant. On est quasiment dans les 3 premiers mangas. Alors, j'exagère un peu, il y en a un qui arrive un peu plus loin, qui sont sortis en France. C'est Dragon Ball d'Akira Toriyama. Dragon Ball, c'est d'abord l'animé ou ça a été le manga tout de suite? Alors, je crois que l'animé, en fait, moi j'avais vu Dr. Slump et tout. C'est là que j'avais été en contact avec Toriyama pour la première fois, qui passait à la télé. Le manga de Dragon Ball, alors moi j'ai eu une période bizarre, je pense parce que pour autant j'ai grandi avec beaucoup de mangas, et je crois qu'entre mes 11 et 14 ans, je les ai un peu rejetés, j'étais un peu snob, en fait, je voulais faire de la peinture, je voulais être peintre expressionniste allemand, mais j'avais 100 ans de retard sur moi. Et donc j'ai boudé le manga jusqu'à retomber dedans après, et en fait Dragon Ball, je sais que j'avais pas regardé l'animé à l'époque, je les ai découverts avec les publications Glénat, les premiers. Complètement séduit par le graphisme, le côté tout en rondeur, le côté très tactile de son univers et tout. Et j'ai complètement accroché, en fait. Et moi, j'aime Dragon Ball jusqu'au moment où ils ont des muscles, où là, ça commence à m'emmerder, en fait. Et j'ai jamais suivi après... Tome 17, quoi, la fin de quand Goku meurt. Ouais, c'est ça. Et même peut-être un peu avant, en fait. Et moi, je suis très très attaché vraiment au premier run et tout ça. Et en fait, après, même graphiquement, en fait, ça me plaît plus du tout, en fait, le truc. Et puis, fondamentalement, ce que ça raconte après. Alors, j'avoue que j'ai pas poussé plus parce que il y a un truc où graphiquement, ça m'intéresse plus. Et puis, ce truc de baston perpétuel et de quête de puissance, en fait, ça a vite cessé d'être mes préoccupations à moi, mais ouais, pour autant, je sais que c'est évidemment culte et que ça parle à énormément de gens, mais ça m'a vite saoulé. Et donc, on peut, en fait, bêtement, moi par contre, ce que j'adorais dans le premier, c'était l'appel à l'aventure et tout ça, et donc ça nous permet de passer à One Piece, en fait, parce que pour le coup, quand j'ai découvert des années après One Piece, à la recommandation de Boulet, qui me disait lis à peu près absolument ce truc-là et tout, et moi au début le graphisme de One Piece, je comprenais pas du tout le délire avec ces personnages en longueur et tout, je comprenais pas pourquoi il fallait lire ça. Et quand j'ai lu One Piece, j'ai compris, parce qu'en fait, One Piece, lui, il garde, je trouve, cette fraîcheur du Dragon Ball du début. Et même s'il y a vachement de baston et tout, c'est jamais le centre du truc, et c'est pas la quête de pouvoir et de puissance. Oui, c'est vraiment l'aventure, quoi. Ouais, c'est l'aventure, et la liberté, et l'aventure et la liberté, et les bons sentiments et tout. Et là, pour le coup, effectivement, le succès de Eiichiro Oda, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un narrateur incroyable, et puis un truc, c'est d'un truc c'est le genre de manga effectivement qui te pousse, et que tu lis, t'as la diaque après, et c'est plein de bons sentiments et d'une créativité complètement folle, quoi. C'est deux mangas qui, en plus, dans le Weekly Shonen Jump, qui dénotent graphiquement, ou qui dénotaient en tout cas au début à leur parution. Tu as utilisé le mot de tactile pour parler du dessin de Toriyama. Qu'est-ce que tu entends par là ? Je crois que j'arrive à voir l'image, mais il y a plein de dessinateurs comme ça. Par exemple, pour moi, Moebius, il est tactile. C'est-à-dire que c'est des dessinateurs qui ont un sens du volume dans la façon dont ils dessinent, où tu as l'impression, effectivement, tu peux directement modéliser les personnages en 3D. En fait, ils sont présents en volume. Tout est axé dans un vrai espace 3D extrêmement bien défini. Là où c'est pas forcément le cas dans le manga, il y a beaucoup de choses en fait où c'est très schématique, où le décor est plaqué derrière, où t'es très 2D, et ça marche aussi. Mais effectivement, moi j'aime bien quand t'as un univers qui a l'air d'exister et d'être vraiment en volume et en matière, en fait. Et bêtement, avec la façon dont ils vont moduler le trait sur un truc, tu vas pouvoir sentir par exemple la rugosité ou la douceur d'une surface avec très peu d'éléments. Et ouais, moi je sais que
c'est quelque chose qui me plaît. Alors ça se voit pas forcément dans mon dessin dans Lou, parce que moi j'ai plusieurs styles de dessin et ça fait 20 ans en fait que je travaille sur la même série où je me tiens à un graphisme spécial. Mais c'est vrai que de manière générale dans mes carnets de croquis, etc., c'est plus vers ça que je vais aller comme type de dessin. Ouais. T'as parlé du coup là, c'est deux des shonen les plus importants, enfin en tout cas les deux plus gros succès du shonen au Japon et en France. Est-ce que aussi dans le shonen il y a un truc qui toi t'intéresse, c'est que contrairement à la BD franco-belge classique jeunesse, les héros ils évoluent dans le shonen, ils grandissent, ils apprennent, ils grandissent tout simplement tout au long de l'histoire, tout au long de l'histoire, ce qui effectivement dans la BD franco-belge traditionnelle c'était pas le cas. On avait un héros et il était monolithique, il bougeait jamais, il gardait ses valeurs de A à Z de tous les albums. Est-ce que toi t'as un peu cassé avec Lou justement en faisant grandir ton héroïne? Ça c'est un truc pour le coup où le shonen t'a inspiré pour ça ou le shonen et le manga de manière générale, parce que dans le shoujo aussi c'est quand même généralement des histoires d'évolution de personnages, etc. Moi je sais que et c'est effectivement peut-être parce que je lisais du manga, du comics, etc. Enfin non, le comics aussi ils sont dans des boucles temporelles bizarroïdes quoi. Batman ça fait quand même 100 ans qu'il a 45 ans en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas réussi à faire de la BD franco-belge, j'ai pas réussi à faire du gag en une page. C'est-à-dire que c'était pas mon truc, franchement. J'arrivais pas à faire en sorte que mes personnages n'aient pas de mémoire. C'est-à-dire que je pouvais pas faire en sorte que si Lou il lui arrivait un truc dans sa vie, on va à la reset à l'album d'après, et je pouvais pas faire un truc. Alors, pour autant, j'ai un grand respect pour mes aînés et tout, pour des Schultz et tout, qui ont fait toute leur vie Snoopy, où tu restes dans le même petit univers. Moi j'ai pas réussi, c'est pour ça que dès le deuxième je me suis dit aussi pour pas me scléroser, parce que j'avais rencontré dans Dédicace les auteurs de Tunique Bleue qui étaient tout gris, qui avaient 90 ans et tout. Je me suis dit je vais pas finir comme ça, donc je vais envoyer mon personnage à l'aventure et le faire évoluer. Et il y a un auteur dont je tairai le nom qui était venu me voir horrifié en disant tu fais grandir ton personnage, t'es en train de tuer la poule aux œufs d'or. Et pour moi c'était horrible, parce que ce concept où le mec il trouve une formule en fait et il va l'appliquer à nauséam toute sa vie. Et ça je trouve ça horrible, c'est le contraire pour moi de ce que je veux faire comme bande dessinée. Je veux qu'à chaque album ce soit un nouveau défi, que les personnages vivent des choses différentes, et effectivement je pense que ça le manga a sans doute été, j'y ai pas pensé directement, mais ça a sans doute été une influence sous-jacente. Oui, parce que ça se fait dans le manga, ça se fait aussi dans les romans où les personnages grandissent aussi, c'est même presque logique au final, que ça soit comme ça. Après, il y a dans le dessin animé, si ça arrive qu'il reste figé pendant très longtemps, et dans le strip. On a parlé là de Akira, de Gun, de Dragon Ball, de One Piece, des œuvres qui ont été adaptées en animé, soit, mais aussi en prise de vue réelle. Toi, tu as travaillé sur... Oh oui, c'est pas vrai. Avec plus ou moins de bonheur. Akira, ouais. Avec plus ou moins de bonheur. Pas encore. Toi, t'as pu travailler sur l'adaptation animée, soit, et t'as aussi réalisé une adaptation en prise de vue réelle. Est-ce que le fait d'avoir cette expérience te fait être plus sympa quand tu vois ces adaptations arriver? Tu te dis, je comprends les difficultés, il y a beaucoup de monde à gérer, il faut faire des choix, il faut faire des compromis. Ou t'es comme nous, tu fais... pour être mieux. En fait non, moi je suis assez, c'est-à-dire que quand il y a des en fait franchement il y a des trucs même dans l'adaptation de One Piece et tout que je trouve assez médiocre, mais il y a des trucs que je trouve sympathiques. Je trouve que l'ambition de le faire et tout ça, je trouve que le casting est pas mauvais. Par contre je trouve que c'est extrêmement mal réalisé, mais c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a aucune ampleur justement, tout ce qui est parlé, et c'est dommage, parce que je trouve que genre costume et cast et tout, c'est nickel, l'intention est bonne je pense de manière générale, mais je trouve que c'est effectivement réalisé avec les pieds quoi. Je pense qu'à mon avis si c'est réalisé comme ça, c'est aussi pour des questions de budget. Ils n'avaient pas les moyens de faire des plans plus larges ou ce genre de choses quoi. Alors déjà que ça coûtait très cher, mais par exemple Gun, pour ce que c'est en fait, il y a des trucs que j'ai trouvé ça très sympa. Je pense que c'est vraiment réalisé avec cœur, tu vois, pour le coup, contrairement à Dragon Ball où là clairement tu vois que le mec il en a rien à carrer quoi. Là c'est la poule aux œufs d'or mais qu'ils ont tué. Mais effectivement Gun, tu sens que c'est un vrai fan de l'univers, etc. Et puis j'ai bien aimé en fait
le fait que Rodriguez transpose ça dans un univers un peu latino et tout, qui est pas du tout présent dans le truc, mais j'ai bien aimé que c'est pas Salem, mais la ville du dessous là, qu'elle soit finalement assez bright et colorée et tout ça, et il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment chouettes. Il y a des parties pris, quoi, il y a des vrais parties. Voilà, ensuite c'est pas un super film, mais ouais, donc j'arrive à voir quand même avoir de la tolérance pour certains trucs, quoi. Ghost in the Shell aussi. Ouais, bah alors Ghost in the Shell, effectivement, je me suis pris comme tous les autres, à peu près au même moment, le manga et l'animé dans la tête. En plus, avec là, pour le coup, 2 auteurs, parce que t'as d'un côté Masamune Shirow pour le manga, et puis derrière, t'as Mamoru Oshii qui, lui, en fait, fait son truc avec Ghost in the Shell. Donc là, t'as double couche d'auteur, de travail d'auteur. Et le premier Ghost in the Shell en animation, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Tu vois, c'est un truc qui m'a bouleversé, la musique et tout. Complètement dingue. Et Mamoru Oshii, génial aussi. Il avait fait aussi un épisode de Lamu qui est incroyable, avec une boucle temporelle avec les gens coincés dans un truc. C'était aussi Oshii. Ça, j'étais. Mais c'est vrai que le manga est très différent pour le coup. On pourrait presque croire que c'est 2 œuvres. Alors il y a des. Ouais, en même temps, parce que Shiro, c'est bizarre. Hein. Shiro, c'est un espèce de fétichiste. À la fois du corps des femmes, mais de la technologie, les notes de bas de page de Shiro. C'est très dur à lire, Shiro. En fait, c'est même plus des notes de bas de page. Mais en même temps, c'est fascinant pour moi, la cohérence de l'univers et tout. J'adore. Enfin, c'est vraiment un auteur qui m'a passionné pendant des années. Mais bon, les derniers, c'est complètement habitable et tout ça. Et ensuite, effectivement, de cet univers, de cette richesse et de cette complicité, Oshii, il en fait un truc contemplatif et zen, etc. Et puis derrière, t'as Hollywood qui arrive et paf, qui fait de la grosse merde. Ah oui, alors l'adaptation ciné, t'as pas... non, pas moi, du je suis un tout, peu plus tolérant, ça va. Mais oui, c'est tellement moins bien que je comprends. Ouais, mais non, c'est nimp, quoi. J'ai trouvé ça moche. Le seul truc que j'ai trouvé pas mal dans l'adaptation d'Hollywood, c'est que pour le coup, c'est pareil, c'est un film qui a un rythme quand même assez en décalage avec ce que fait Hollywood habituellement sur de la production mainstream. Et c'est un peu cette intention-là que j'ai bien aimé. Après, oui. Bah, disons que les quelques trucs que t'as aimé dedans, c'est des trucs de qu'il a pompé, qu'il a pompé, donc comme Perfect Blue et Black Swan, tu vois, la même, quoi. Ça, c'est pour la partie science-fiction. Je pense que là, on a fait toute la partie de ton top avec de la science-fiction et de la fantasy, et on va arriver à des choses. Alors, si, il y a quand même du fantastique dans les mangas, dans la suite de ton top, avec Yotsuba de la tranche de vie. Ouais. Je regardais ta liste et je me disais, est-ce que Yotsuba, si je devais vraiment choisir un manga de ta liste et faire un parallèle, ou essayer d'en tracer des traits à peu près parallèles, ce serait celui qui se rapprocherait le plus de Lou? Je sais pas, je sais que c'est là enfin tu vois, encore une fois, ce top il est absolument pas dans l'ordre et tout ça, et puis il y a pas d'ordre à trouver et tout, mais Yotsuba aussi, ça a été là je l'ai découvert beaucoup plus tard, j'ai découvert qu'il y a une dizaine d'années, je pense, mais ça a été aussi une claque, et effectivement mais comme Miyazaki avec Totoro ou Porco Rosso et tout, moi ça m'intéresse beaucoup quand il n'y a pas d'antagonisme dans l'histoire. Et là, Yotsuba, tu fais un épisode sur Yotsuba et le vélo, Yotsuba, et c'est d'une justesse sur les rapports entre les enfants et les adultes et tout ça. Le dessin est absolument sublime, c'est d'une précision, d'une humilité en fait, comme histoire, comme type de truc et tout. Effectivement, ça m'a bouleversé, j'attends chaque tome et à chaque fois je pleure de joie à chaque histoire et tout. Non, c'est vraiment pour le coup j'aurais aimé le découvrir plus jeune. Je pense que j'aurais évité certains écarts et certains écueils dans lesquels je suis tombé dans le premier tome de Lou. Comme quoi, par exemple? Des dramaturgies un peu forcées, des trucs où je me sentais obligé de mettre des enjeux, des choses comme ça et tout ça, et malheureusement ça... Enfin malheureusement, non je peux pas dire malheureusement, mais c'est des choses qui pour moi se parasitent, et je pense qu'effectivement quand j'aurai fini Lou et que je partirai sur d'autres projets, effectivement toutes ces lectures, tout ça vont vraiment beaucoup plus m'influencer, quoi. Et alors, Yotsuba, si tu l'avais découvert plus jeune, est-ce que tu aurais autant accroché? Parce que tu as plusieurs niveaux de lecture.
Dans Yotsuba, tu peux le prendre comme c'est, sans voir toute la partie, sans y mettre un regard adulte. Et tu n'as pas forcément la même lecture que si tu n'as que ton regard d'enfant. En fait, moi, ce que j'adore dans Yotsuba, c'est que justement la frontière entre les enfants et les adultes, elle est vachement floue. Pour moi, il y a un truc où on sort complètement du truc Boulet Bill où t'as le père qui est là, ou Cédric et tout, enfin où c'est vraiment un conflit des générations. Yotsuba, ce que j'adore, c'est quand elle arrive avec un pistolet en plastique et qu'elle fait pan, t'es mort. Les adultes, ils font semblant de tomber, ils meurent comme on fait en vrai quand on se comporte avec des enfants. En fait, il évite le côté sentencieux et tout ça. Et puis effectivement, le truc Enjoy Everything et tout ça, t'as un truc, une joie et une poésie dans Yotsuba qui est magnifique. Et puis encore une fois, avec une humilité mais totale, quoi. J'adore. La suite du top se concentre sur un seul éditeur, sur 2 éditeurs. On va en faire un en premier avec Saltiness de Minoru Furuya, qui est un vrai ovni. Je crois que l'accroche, c'est il voulait être un hipster et c'est en fait un loser. Le tome 1. Alors justement, pour moi, l'accroche, je voulais en parler parce que je trouve que c'est un scandale, cette accroche. Mais vraiment, c'est-à-dire que la BD, elle est incroyable et il voulait être un hipster. Ça parle absolument pas de ça. C'est juste que je sais pas qui est le rédacteur qui a fait. Ça sonne bien après. Mais c'est nul parce que genre le personnage, c'est juste qu'il a les cheveux longs, tu vois, au début. C'est sa seule caractéristique de hipster. Et en fait, en plus, il les coupe assez vite et en plus, s'il a les cheveux longs, c'est pas du tout un truc de hipster, c'est juste parce qu'il se néglige. Et ça a rien à voir avec ça. En plus, c'est pas du tout un loser. C'est-à-dire que l'histoire, elle est magnifique dans Saltiness. C'est un garçon qui a élevé sa jeune fille parce qu'ils ont perdu leurs parents, leurs parents sont barrés, c'est assez tragique. Et en fait, lui, il s'est occupé de sa sœur pendant des années tout seul, alors qu'ils étaient très jeunes. Ensuite, ils sont partis à la campagne chez un oncle qui était extrêmement bienveillant et qui les a recueillis. Mais lui, il est resté encore dans son truc de gamin de 7 ans à toujours protéger sa petite sœur, etc. Et en fait, quand l'histoire commence, elle a fait sa vie, elle s'est construite parce que en fait, ils ont vécu sans doute un truc traumatisant et il a réussi à l'en sortir elle. Et donc elle est institutrice et tout va bien pour elle. Et lui, en fait, il est complètement bloqué dans son rôle et de protecteur et d'enfant, en fait. Mais sauf qu'il a une 20aine d'années. Et là, il réalise que pour que sa sœur, en fait, enfin soit vraiment heureuse, il faut que lui, il devienne quelque chose. Et donc là, il part à l'aventure, il traverse tout le Japon, mais il part à l'aventure n'importe comment, parce qu'il a absolument pas de code et sociaux, etc. Il n'a pas les armes du tout. Il n'est pas du tout, il est d'une franchise absolument invraisemblable. Et en fait, justement, ce personnage bizarre et lunaire dans son sillage, va entraîner plusieurs freaks et plusieurs inadaptés totales. Et voilà, en fait, j'ai trouvé que c'était une histoire mais incroyablement bien racontée, drôle, sensible. Et ça a été vraiment... c'est la collection What the Fuck. Et je comprends ni le nom de la collection. Enfin, le fait qu'il soit dans cette collection-là. Dans cette collection, ni cette baseline-là, c'est horrible. Et parce que je trouve que c'est vraiment un grand manga. Et c'est incroyablement humaniste et très bien écrit et très drôle. Mais je crois qu'en fait, l'accroche vient du fait peut-être que ça soit dans cette collection. Enfin, tu sais, c'est un serpent. Faut faire un truc un peu marrant. C'est possible que ça soit ça. Je me souviens pas à l'époque de comment ça s'était passé. C'était aux éditions, c'est toujours aux éditions Akata. Et donc là, on arrive enfin sur la suite de ton top, sur la partie Lézard Noir. Trois mangas qui sont édités par le Lézard Noir, à commencer par La Cantine de minuit de Yaro Abe. Tu continues le lire encore aujourd'hui ? Oui. Alors là, je dois en avoir quelques-uns de retard et tout, mais effectivement, pour moi, c'est typiquement le genre de mood qui est typiquement japonais. C'est-à-dire que c'est aussi de la tranche de vie, c'est qu'on va servir d'un tout petit endroit et on va se servir du passage dans ce tout petit endroit pour raconter le destin de personnages qui vont passer par là. Il y a un côté, pour moi, c'est japonais aussi dans le sens littéraire presque. Il y a un truc haïku, c'est-à-dire que c'est vraiment des
des toutes petites choses et tout ça, mais qui disent énormément. En littérature, moi j'ai adoré Haruki Murakami et tout, et il y a vraiment ce truc-là qui est spécifiquement japonais sur la façon de raconter les histoires, la façon de les laisser en suspens, la façon de conclure ou pas au milieu d'un truc. Il n'y a pas, encore une fois, pas d'enjeu, on n'est pas dans Robert McKee et dans les méthodes de scénario américaines en actes, etc. Là, on est vraiment dans la pure poésie et sensitivité, quoi. Et il y a peut-être aussi cette idée de parler de bouffe, quoi, tout simplement, enfin de plaisir un peu simple, parce que ça, je sais que dans Lou, c'est un truc aussi que tu amènes, voilà, ces espèces de petits plaisirs, de moments de communion aussi, de réunions de gens qui se retrouvent autour de la bouffe, autour de la fête, autour de tout ça. C'est bizarrement, tu vois, nous, Français, gastronomes, etc., on n'a pas eu un grand patrimoine de bandes dessinées qui parlaient de nourriture, à part effectivement qu'on fantasmait sur ces sangliers qui n'existent pas. Mais en vrai, c'est dingue qu'il n'y ait jamais eu un truc vraiment chouette sur la bouffe, je trouve. Et on a dû attendre les gouttes de Dieu pour avoir aussi un énorme succès autour du vin. Tout à fait, ouais. Oui, alors que c'est ça, c'est clair que c'est notre... Il y a eu des trucs formidables, en fait, en franco-belge, quand même, sur la bouffe. Moi, j'en ai fait un. Oui, c'est ça, j'allais dire, toi, t'as toi-même fait une BD c'est pas moi, moi et Olivier Millot, mon copain scénariste et tout, qui a fait l'écriture du Viandier le Pot-Pète, mais qui était complètement, effectivement, inspiré par ce truc-là et par le plaisir qu'ont les Japonais à dessiner la bouffe et à en parler. Et c'est même culturel parce que quand tu te balades au Japon, chaque restaurant a des figurines de bouffe, de sa bouffe. Nous on ferait jamais ça en France, mais on a des photos de kebab vraiment absolument immondes. Ouais. Et t'as même des gachapon, ces petites machines où tu mets une pièce pour avoir une petite figurine dans une boule en plastique, et tu peux collectionner des figurines de petites figurines de bouffe. Moi, il y a un truc que je sais plus si on en voit tellement maintenant dans les bistrots parisiens, mais il y a un truc que j'adorais, c'était les plaques thermoformées avec les croque-monsieur, les sandwichs, etc., qui étaient en fait un peu l'équivalent franchouille de ce truc-là, et je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, j'aimerais bien en avoir. L'autre fois, j'ai vu une PLV vraiment incroyable, c'était un bol de nouilles avec des baguettes qui bougent par-dessus. Tout à fait, dans le 18e arrondissement de Paris. Une panda nouille ou panda noodle, oui, c'est ça, panda. Voilà. Si j'y ai mangé une fois, c'était correct. Oui, c'est correct. Cantine de minuit, ça on vient d'en parler d'Yaro Abe, parce que je vois qu'il nous reste qu'on a passé la moitié de l'émission et qu'on a d'autres choses que des mangas à faire encore d'ici la fin de l'émission, vous allez voir ça. Hirayasumi aussi de Keigo Shinzo. Hirayasumi, parce que j'ai mis un peu aussi des trucs modernes pour montrer que j'étais pas juste un vieil homme plongé dans la nostalgie. Je suis en train de le lire, en fait, j'en ai lu qu'un pour l'instant, je crois qu'il y en a 3 qui sont sortis, mais effectivement c'est de la tranche de vie, c'est adorable, c'est un mec plein de bonne volonté qui hérite de la maison, d'une petite maison parce qu'il s'occupait d'une vieille dame et qui vit là avec sa cousine, et donc c'est un espèce de mini conflit des générations, mais c'est super doux, c'est super tendre, c'est adorable, quoi. C'est vrai qu'en plus moi j'avais lu son précédent Mauvaise Herbe qui est beaucoup moins lumineux on va dire, même s'il y a de la lumière finalement, mais là c'est vrai que le voir sur ce récit vraiment beaucoup plus paisible, ça faisait du bien, et puis il réussit ça super bien. Et puis la concierge du grand magasin, là on est sur une sorte de tranche de vie imaginaire. C'est trop bizarre ça. Je l'ai découvert l'année dernière parce que j'ai fait partie du jury pour le prix jeunesse, et donc on avait un panel de BD, Angoulême, à Angoulême, et donc on avait à lire en tant que jury un panel d'une sélection de bouquins, de mangas, de BD, tout ça, et effectivement c'est à cette occasion que j'ai découvert ce truc. Et c'est complètement n'importe quoi parce que ça se passe dans une espèce de samaritaine fantasmée qui est dans le Grand Nord, je crois, dans lequel il n'y a que des animaux en voie de disparition ou disparus qui font leurs courses. Sauf la concierge. Sauf la concierge, ouais. Et je crois son patron, je crois. Et donc, en fait, c'est juste une BD, c'est très japonais dans le sens où c'est vraiment sur le service et sur le fait de faire plaisir aux clients et tout ça. Et les clients sont donc des animaux, mais qui ont des liens humains, on va dire. Enfin, je veux dire, ça reste des archétypes où ils s'amusent à croquer des parties de
de l'être humain et qui vont chercher, je crois que c'est un crocodile qui cherche un parfum. C'est vraiment un pitch absurde, mais ça marche terriblement bien. Et le long métrage d'animation sort le 6 décembre en France. J'ai vu ça et ça a l'air fou. Ça a l'air super. On a fait 10 mangas: Akira, Gun, Dragon Ball, Yotsuba, One Piece, La Cantine de Minuit, Saltiness, Ghost in the Shell, Hirayasumi et La Concierge du Grand Magasin. Mais tu ne voulais pas t'arrêter à 10 mangas, Julien. Tu voulais aussi qu'on parle d'auteurs, à commencer par Osamu Tezuka. Bah oui, parce que Osamu Tezuka, donc je vous dis, moi c'est quelqu'un que j'ai découvert grâce aux éditions Glénat quand ils ont publié au début Blackjack, Le Roi Léo et Astro. Et effectivement, moi j'avais juste vu, alors j'ai une histoire rigolote à ce propos, quand j'étais petit, il y avait Astro qui passait à la télé. Et mon papa, qui était dessinateur publicitaire, avait fait une opération publicitaire avec la vache qui rit. Et il avait dessiné Astro dans le cadre d'une opération publicitaire, la vache qui rit. Mais est-ce qu'il avait le droit ? Ah oui, droit comme est-ce qu'on je sais pas ce qu'il faisait à l'époque. Non, mais je pense que c'était quand même ça devait être en fait le Astro qui devait passer la télé à l'époque en fait. D'accord. Donc je pense que c'était pas un partenariat directement avec le Japon, mais sans doute via la chaîne de télé qu'ils diffusaient à l'époque, qui avait eux les droits quoi. Mais donc c'est assez rigolo de se dire que mon père a dessiné Astro. Donc des années après, quand ils ont commencé à publier Tezuka, là tu te prends une claque effectivement, et je te dis, tu découvres pour moi un nouvel Hergé. Moi je sais que Hergé par exemple, c'est un auteur que je relis régulièrement parce que je trouve que c'est comme mon livre de grammaire quand tu fais de la bande dessinée. C'est d'une telle limpidité, d'une telle invention et tout ça que pour moi c'est me replonger tout le temps dans des fondamentaux et dans des choses comme ça. Tezuka c'est pareil quoi, c'est à chaque fois c'est quand même le mec, il invente quand même un genre et il invente le manga, enfin je sais pas si c'est vraiment vrai, mais quand même le manga moderne, et puis surtout il part dans tellement de sens, c'est-à-dire que c'est jeunesse, mais d'un coup il va te faire un truc, une tragédie, d'un coup il va te faire Même le début d'Astro est super tragique après. Ah ouais, c'est incroyable. Et puis le dessin, le découpage. Je sais que par exemple, j'ai des carnets où j'ai refait des pages d'Astro, recopié des pages d'Astro et tout, pour analysant vraiment le cadrage et la façon dont il gérait son espace et tout ça. Parce que c'est incroyable, quoi. C'est vraiment d'une richesse et d'une invention. Et pour moi, c'est un dessin effectivement qui est épuré. Mais j'aime beaucoup ce truc très, très graphique et tout ça. Et et puis quand il y a eu l'expo à Angoulême, là, il y a quelques années, énorme claque en fait de les voir en vrai. Et t'en profites aujourd'hui pour te replonger du coup dans les autres œuvres qui n'étaient pas disponibles en France pendant longtemps, comme Phoenix. Ce genre de choses. Qu'est-ce que j'avais MW, c'était ça, c'était fou. La vie de Bouddha également. Les trois Adolphes. Je crois que j'en ai quand même lu pas mal, et qu'à chaque fois tu te prends une nouvelle claque. Moi j'adore Barbara. C'est complètement dingue. C'est dingue parce qu'à chaque fois tu te dis ok, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait de l'œuvre politique, il a fait de c'est fou. Mais Phoenix, si tu l'as jamais lu, du coup, ça peut être une prochaine cible. Surtout en termes de découpage c'est vraiment son œuvre la plus expérimentale, je dirais, même à tout point de vue. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et en même temps, c'est une œuvre même adaptable, alors qu'elle est expérimentale, puisqu'ils viennent de l'adapter, d'en adapter une partie sur Disney+ actuellement, en série animée. Donc tout est possible aujourd'hui en fait, c'est ça qui est incroyable. Autre auteur, et là c'est une autrice, une mangaka qui s'appelle Rumiko Takahashi, qui a gagné le Grand Prix d'Angoulême également. T'avais voté pour elle ? Je crois. Je crois, ouais. Et que j'ai découvert avec Juliette Je t'aime, alias Maison Ikoku. Et puis pareil, les premières, c'était chez Glénat aussi, je crois, les premières. Ouais, bien sûr, Radin Demi aussi. L'amour et tout ça, donc là c'est l'humour quoi surtout, et puis son dessin qui est pareil, qui est super juste, super adorable. C'est pareil aussi, quelqu'un dont j'ai pas mal recopié au début, même si ça se voit pas, mais je trouve des postures, des stylisations et tout, une élégance qui est vraiment très classe quoi. Et puis c'est vraiment drôle quoi.
Et que ça soit elle ou on parlait de Dr. Slump en début d'émission pour Akira Toriyama, ils ont aussi ce don pour réussir à mettre des blagues où on ne s'y attend pas, à distiller l'humour. Ça, c'est quelque chose qui a pu t'inspirer aussi, ça ? Ouais, je pense, ouais, parce que moi je sais qu'il y avait un truc qui m'avait vraiment inspiré, c'était il y a quelques années, enfin au moment de Lou, au moment où j'ai commencé à travailler sur Lou, sur la bande dessinée, j'étais aussi en contact avec les éditions Dupuis et je devais peut-être développer une série de gags en une page aussi pour Dupuis. Et donc, à moitié pour rire, les éditions Dupuis m'avaient filé un document interne qui était une analyse vraiment des différents types de gags en une page, et genre des 8 types de gags en une page. Et donc, qui était une analyse qui était étayée par des exemples maison à chaque fois, Gaston et tout, mais aussi ils allaient prendre... Cela dit, ça peut être intéressant, mais... C'était passionnant, et donc ils allaient prendre aussi du Malika Secousse, des trucs contemporains, etc. Et en fait, ils disaient, il y a 8 types de gags en une page, donc il y a le truc où le personnage, il énonce quelque chose au début, et à la fin, c'est le contraire, voilà. Et en fait, moi, ça m'avait horrifié. Je me dis, ah bon, c'est aussi simple que ça. Et en fait, après, donc, du coup, tu regardais tous les trucs de gag en une page, tu dis, ok, effectivement, c'est ça. Et pour moi, le truc, c'est que je me suis fait un point d'honneur, alors à jamais tomber dans ces mécanismes, et à me dire, justement, le gag ou l'humour, en fait, peut-être qu'au lieu de faire une chute à la fin, tu peux le distiller tout le long de la page. Et c'est plus ça qui m'intéresse, moi. C'est plus forcément une réplique au milieu de la page qui va être drôle que le gag tarte à la crème à la fin. Et il y a aussi un truc que ces auteurs font, que ce soit Toriyama ou Takahashi, c'est de l'humour un peu, tu sais, qui casse le quatrième mur, qui va aussi jouer avec le médium lui-même pour faire marrer et tout. Ça, c'est un truc aussi que tu pratiques dans Lou. Enfin, je sais que c'est une œuvre qui est très méta. Alors, tu casses jamais vraiment le quatrième mur, mais il y a quand même souvent, même si c'est jamais précisément des références, des trucs, j'ai l'impression que dans ton travail, t'aimes bien aussi jouer avec le lecteur et jouer avec ses références culturelles, jouer même avec ses références au sein même de la série. Ça, c'est aussi un truc... À commencer par le nom de la ville de Tigre. Oui, voilà, Tigre. Non, mais tu vois, même dans Lou Sonata tome 2, il y a tout un passage où la mère de Lou... elle auto-commente. Elle parle avec ses fans et on voit bien que tu parles à tes fans. Tu vois, donc c'est assez... Comme le 1, en fait, toute la méthode d'écriture de Lou et les méthodes d'écriture croisées avec sa fille et tout, c'est en fait un livre qui se raconte lui-même, en fait, qui raconte lui-même comme il a été écrit. Et en fait, assez souvent, je tombe dans ce truc méta. Il y a une œuvre pour moi qui a été assez marquante, dont on peut parler maintenant parce que c'est une animation, mais c'est La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, en fait, qui était une série qui doit avoir une quinzaine d'années. Maintenant, ouais. Ouais, et moi qui m'avait vachement marqué sur le côté méta. Et le côté des ordres aussi. Le côté des ordres et puis les prises de risque de la 3e saison, où la 3e saison, tu as un épisode sur l'été qu'ils ont passé, 2e épisode, c'est le même, mais genre réalisé différemment. C'est-à-dire que ça raconte exactement la même chose, les mêmes dialogues et tout, mais sauf qu'ils ont changé les angles des caméras. 3e épisode, c'est ça. 4e épisode, c'est ça. Enfin, les gens sont devenus fous, et en fait, au bout d'un moment, au bout du 6e épisode, les personnages commencent graduellement à se rendre compte qu'ils sont piégés dans une boucle temporelle. Et le culot de faire ça, et l'énergie qu'il faut pour faire ça, c'est incroyable, quoi. Et puis il y avait effectivement tout le temps ce commentaire méta là-dedans qui m'a vachement plu, et je pense que, tu vois, si j'ai intégré dans Lou des éléments fantastiques, alors pas de science-fiction mais fantastiques, c'est, je pense, à beaucoup d'inspiration aussi pour le coup japonaise, du Murakami et tout ça, avec ce truc où tu as des glissements de temporalité et des éléments qui viennent un peu bouleverser ton truc. En fait, je trouve ça intéressant de mettre ce genre de choses dans une histoire. Puis t'es dans un monde qui est le nôtre mais qui est pas tout à fait le nôtre. Enfin, mais ça moi, quand toute la partie avec les cristaux par exemple, ça m'a aussi fait penser à Kowloon Generic Romance de Junma Yuzuki. Là aussi on est à Kowloon, ville qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était quand même une ville vraiment très très particulière, quoi. Espèce de cube au milieu de Hong Kong qui ne dépendait pas vraiment de Hong Kong, mais qui ne dépendait pas non plus de qui que ce soit finalement. Et elle a réussi à placer ce manga dans cette ville en y mettant des touches de science-fiction
mais au milieu du réel. Et on a envie d'y croire et en même temps... Puis en isolant vraiment cette ville du reste du monde, sûr. C'est un espèce d'univers clos. Bah pour le coup, il y a aussi des Miyazaki là-dedans, parce que par exemple, pour moi, la ville de Kiki la petite sorcière ou Porco Rosso, etc., ou même Laputa, c'est dans une Europe fantasmique qui n'existe pas. Le château de Cagliostro et tout ça, des œuvres aussi là qui m'ont vachement plu sur ce truc du chrony un petit peu. Et ça, je pense que ça c'est sans doute des choses qui m'ont poussé moi à faire en sorte que dans Lou, j'essaie d'être le plus intemporel possible et de ne pas marquer le temps ni l'époque, d'utiliser des expressions modernes, etc. Et de faire en sorte que dans 10 ans, j'espère que ça sera aussi bizarre que ça l'est maintenant. À des années-lumière, lui, c'est un auteur bizarre. Il y a Kazuo Umez. Est-ce que le travail de Kazuo Umez, c'est pas celui qui est le plus éloigné du tien ? Je sais pas. Moi, je l'ai découvert très récemment aussi, là, grâce aux Lézards Noirs, encore une fois, qui font, je trouve, un très beau travail d'édition de patrimoine. Et déjà, moi, j'ai jamais trop lu de manga d'horreur. J'ai découvert, comment il s'appelle, Junji Ito, vraiment... non, mais un peu avant. Il y a 3-4 ans, en fait, je m'étais jamais posé sur le truc. Je suis pas fan de tout, de lui. J'adore Spiral, qui m'a remonté, que j'ai trouvé incroyable. Et Kazuo Umezu, après j'ai découvert donc l'inventeur apparemment du manga d'horreur et tout, et qui est un mec qui a l'air complètement barré. Je sais pas si vous avez vu des photos de lui, de sa maison et tout ça. C'est Où est Charlie ? Ouais, c'est ça. Et puis d'ailleurs, je trouve que les éditions là où les arts noirs avec les tranches, avec les rayures rouges et blanches sont incroyables. Moi j'avais lu Les Collants Emportés qui étaient, je crois, publiés chez Glénat, toujours, ouais. Des années avant, en fait, sans identifier spécialement qui était l'auteur. Dans la toute petite édition où il y avait eu des très beaux Lamu aussi dans cette collection. Et franchement, Les Collants Emportés, ça avait été un gros choc. Et puis après, là, de découvrir le panel des choses qu'il a fait, lui, c'est assez incroyable, quoi. Et effectivement, Je suis Shingo, ça m'a bien retourné aussi. La femme serpent, enfin voilà, tu te dis, ouais, le mec, il a inventé des choses, quoi. Et clairement. Tout comme Jiro Taniguchi, là, on est encore aussi aux antipodes. Oui. On traverse, je trouve, c'est vraiment un panorama. Le patrimoine japonais dans tes goûts, qui sont super éclectiques en fait. Taniguchi, en fait, alors c'est marrant parce que j'ai bizarrement de Taniguchi, c'est pas forcément Quartier Lointain et Le Journal de mon père et tout qui m'ont le plus touché à l'époque. J'admirais le dessin et tout, mais moi ça plus été sur effectivement les promenades du gourmet solitaire, mais on revient presque à ce que je disais sur la nourriture, cantine, et la nourriture et puis la tranche de vie et le truc où tu racontes pas une histoire de façon rationnelle, où t'as pas besoin d'avoir effectivement un cliffhanger ou un méchant et tout. Parce que donc pour rappel, les promenades du gourmet solitaire, c'est que tu suis les aventures d'un voyageur de commerce qui sillonne le Japon. Je sais même plus si tu sais exactement ce qu'il vend. Et en fait, il passe sa matinée généralement, et tu le vois jamais ça, mais il passe sa matinée à vendre ses trucs. Et donc l'histoire commence quand à midi, il a un peu faim. Et donc il se balade et il tombe soit sur une échoppe, soit sur un fast-food et tout ça. Et là, il va manger en pensant à des choses et tout. Et voilà. Et des fois, c'est un peu nul. Des fois, il mange des plats un peu pas terribles et tout. Mais en fait, voilà, je trouve d'un culot. Et en plus, avec le dessin de Taniguchi, un dessin de vrai maniaque et tout, pour raconter si peu avec autant de moyens, je trouve ça fou, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a tellement. On en revient à la discussion de tout à l'heure sur la culture, le rapport à la nourriture dans le dessin aussi. Mais il y a carrément des mangas, il y a des collections de mangas, même en France maintenant. Il y a Soleil qui vient de lancer une collection sur les mangas de nourriture. Ah, c'est fou. Hein. J'ai lu le premier sur les burgers, mais on a faim après. Moi, j'avais lu Yakitate Japan à la fin, il y a quelques années, qui était formidable. La Food Wars, mon fils, il a regardé ça, j'en ai regardé quelques-uns. C'est hilarant, quoi. Ils sont trop forts, quoi. Mais après, ils vont loin dans Food Wars, quoi. Ah ouais. Non, mais c'est tellement drôle. C'est dans l'excès total, quoi. Et on finit par un autre auteur, Minetaro Mochizuki, l'auteur de Dragon Head. Tu l'as lu à quelle époque, ça ? On parle pas de Taiyo Matsumoto. Ah mais si, je l'avais raté aussi, effectivement. Je sens que l'avant-dernier. Bon alors, on fait Minetaro Mochizuki, puis ensuite on parle de Taiyo Matsumoto.
Pareil, Mintaro Mochizuki, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je l'ai identifié plus tard. J'ai commencé par Dragon Head, qui est un trauma, mais c'est incroyable. Mais du coup, passé 30 ans, quoi. Pardon ? Oui. Et donc, effectivement, j'ai trouvé que c'était d'une force et d'une violence, ce truc, et d'un désespoir horrible, parce que c'est donc des lycéens qui sont coincés dans un éboulement, dans un tunnel, et donc tu as 2 épisodes qui se passent quand même dans un tunnel dans le noir avec des lycéens qui deviennent fous. Au bout de 2 tomes, ils en sortent finalement de ce tunnel pour découvrir l'apocalypse nucléaire derrière. C'est encore pire, ouais. Et en fait, là, toute la suite du manga, il converge vers Tokyo, vers une mort certaine, radioactive et tout, et c'est une abomination, c'est un jeu de massacre terrible, quoi. Mais par contre, brillamment dessiné, raconté, et tout ça. Et puis effectivement, quelques années après, tu découvres du même auteur, Shizakobe, où on retombe dans le lifestyle et on n'est pas du tout là-dedans, même s'il y a quand même une forme de cruauté. Mais voilà, c'est incroyable, quoi. Et on arrive donc à Taiyo Matsumoto, que j'ai failli oublier en plus. Taiyo Matsumoto, alors là, c'est vachement le dessin, en fait, parce que pour le coup, lui, sa narration est aussi super. Je l'avais découvert avec Amer Béton. Pareil, dont j'aime beaucoup aussi l'animé. Et puis la proposition de Ping Pong. Ping Pong, c'est ouf. Quelle est cette drôle d'idée quand même de son éditeur qui lui propose de faire un manga de sport? Il fait ok, je vais faire Ping Pong. Et lui, il arrive à s'en sortir en plus. Il accepte et il est très fort. Oui, il accepte effectivement Ping Pong et il est très fort. Et son dessin, de toute façon, il est incroyable, ses postures, la façon dont il dessine les mains et tout. Mais lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un dessin qui s'affranchit beaucoup de codes du genre du manga, en fait. T'as l'impression qu'il a pas un dessin où il a regardé du tout d'autres mangaka et tout ça. Et ça, je trouve ça intéressant. Enfin, j'aime bien généralement les auteurs, même en franco-belge. C'est-à-dire que pour moi, l'éthique franco-belge, l'école Grodé et tout, quand dans le sillage de Franquin, tout le monde s'est mis à un moment dans les années 70 à dessiner comme ça. Enfin, tu vois, quand il y a une influence qui prend le pas sur l'auteur, c'est assez terrible. Et lui, tu sens que ces influences, elles vont chercher paf dans tous les sens et tout, mais un peu comme Otomo finalement. Et moi, j'aime bien ces auteurs où t'es un peu transversal entre l'Europe et le Japon, en fait. Ouais, puis qui crée son identité, quoi. Matsumoto, tu reconnais immédiatement que c'est lui. Et c'est marrant parce que quand tu discutes avec des auteurs, tu te rends compte que Matsumoto, c'est vraiment un auteur d'auteur, quoi. C'est-à-dire que c'est l'auteur qui a marqué quasiment tous les auteurs de BD, tu vois, en tout cas de génération, pas les cinquantenaires, mais avant, tu vois, ils vont tous te citer Matsumoto, quoi. Il y a un truc, une espèce de choc esthétique chez les auteurs de ce mangaka, quoi, qui est assez fascinant, quoi. Carrément, ouais. Ensuite, pour moi, il y a Number 9, c'est ça, que je trouve qui est juste esthétique, parce que perso, je les ai tous, hein, je les regarde avec sidération. Mais Number 5. J'ai jamais rien compris, mais rien, le début d'une page. Et par contre, en fait, t'as Sunny derrière, là, qui est pour moi son histoire la plus agréable à lire, en fait, qui est vraiment une histoire naturaliste sur un orphelinat. Et ça, que j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement beau. Ouais. On a parlé manga, et puis on va finir l'émission en parlant d'animé aussi. Tu as parlé de Cobra un petit peu, de la mélancolie d'Haruhi Suzumiya. Tu voulais parler aussi de Kill la Kill et de Gurren Lagann. Ouais, tout à fait. Kill la Kill et Gurren Lagann. C'est quoi? C'est pour le style? C'est le look? Je crois que c'est sur l'énergie, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les auteurs galvanisants comme Oda, etc. Gurren Lagann, dans un premier temps, de toute façon, j'aimais beaucoup Evangelion, évidemment. Mais c'est pas hyper galvaniste. Pardon, non, mais justement. Alors moi, pour moi, j'ai toute une théorie là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, Evangelion, tu sens que Anno, il est fan effectivement de Mazinger, enfin de comment il s'appelle, de Gonagai, etc. Et donc il fait une œuvre où il veut tuer le père et il n'y arrive pas. Pour moi, et même symboliquement, en fait, c'est assez clair dans l'histoire. Et en fait, là où je pense que dans Gonagai, même s'il y a du désespoir dans Gonagai, dans Devilman, etc., mais il y a quand même effectivement ce truc d'énergie galvanisant. Et en fait, Anno, de ce matériel, il en fait quelque chose de complètement dépressif. Mais qui est passionnant, évidemment, que j'adore. Et en fait, c'est pour ça que Gurren Lagann m'a plu.
parce que pour le coup, c'est un truc où tu vas rendre hommage à Gurren Lagann, et là tu vas tuer le père, et tu vas aller plus loin, et encore plus loin, et le grand-père, et tout ça. Et graphiquement, je trouve ça invraisemblable, Gurren Lagann. C'est très drôle, et puis philosophique. Moi, c'est genre le truc, le crois en moi, qui croit en toi, qui croit en moi, et tout. Et cette série m'a vraiment porté et donné, et m'a fait sortir d'une dépression, je crois, parce que je la trouve incroyablement positive et dynamique. Et pareil avec Kill la Kill. J'avais beaucoup aimé Abenobashi aussi, de la même équipe avant. Et Kill la Kill qui est encore plus improbable. Hein. Qui est improbable, mais pareil aussi, qui est, je trouve, en fait, philosophiquement et tout ça, à la fin et tout, t'es là, mais en fait, c'est brillant, quoi. Ça se tient tellement, et c'est tellement bien dessiné, quoi. Ça, c'est vraiment ça a été des clés de voûte importante de ma vie, quoi, en fait, ces séries, quoi. Et tu voulais revenir sur Cobra aussi, du regretté désormais Buichi Terasawa. C'est l'adaptation animée qui te berçait quand tu étais plus jeune. Ouais. Bah, en fait, moi, j'étais pas tellement Albator et tout ça m'emmerdait. J'aimais bien Ulysse 31, mais c'était pas un manga, mais Albator, il me faisait un peu chier. Et en fait, Cobra, je le trouvais extrêmement classe. Pour moi, c'était genre une sorte de... Tu retrouvais ce qu'il y avait dans Star Wars, bien sûr, de cette génération-là, mais avec un personnage... En fait, c'est des aventures de Han Solo, quoi. Oui, c'est vrai. Personnage, c'est vrai que comme ça, ouais. C'est un personnage imparfait, drôle et tout, mais en même temps, il a super la classe. Un peu une sorte de Nick Larson de l'espace, quoi. Et je sais que moi, c'était plus que justement Goldorak ou Albator ou plus tard Dragon Ball, c'était ma série d'enfance. En plus, il y avait un côté sexy qui était vraiment qui me titillait un petit peu à l'époque. Pour l'anecdote, il y a une scène, l'intro d'un épisode où il est dans une douche avec une fille. Et il lui caresse les cheveux, et il y a un gros plan sur son œil, tchoung, il se réveille et tout, et il dit ouais, les cheveux d'une femme deviennent de plus en plus fins vers la racine et tout ça, et elle, ses cheveux sont réguliers, c'est donc un androïde, et il lui tire, et effectivement c'est un androïde, et il lui tire une balle dans le ventre. Et la première fois que je me suis retrouvé dans une douche avec une fille, j'ai vérifié en fait si c'était fait. Voilà. Donc ça m'a vraiment marqué. Et puis je me souviens, alors moi ma maman, c'est une institut protestante, etc. C'est pas du tout son kiff, mais elle déteste le truc, la violence, etc. Mais bizarrement, elle regardait Cobra avec moi. Et je pense qu'elle était juste fascinée parce que c'est super bien raconté. C'est des très bonnes histoires. C'est vachement bien structuré. Et ouais, non, moi, c'était mon héros, ouais. Et enfin, Masaki Yuasa, les studios 4C, Mind Game. Ouais. Là, ça te retourne aussi la tête assez vite, hein, ce travail. Bah, Yuasa, en fait, tu vois, qui a continué, qui a fait des trucs avant, après et tout. Il y avait Katsup aussi, une adaptation de Nekojiro. Alors, c'est marrant, on revient finalement à des trucs comme comment il s'appelle, Matsumoto. C'est-à-dire que lui, son style et ce qu'il défend, etc., c'est effectivement une explosion du graphisme et tout ça. Et dans Mind Game, pour moi, il y a cette idée géniale où normalement, ce qui est une adaptation d'un manga de Robinichi, qui est très bizarrement dessiné, très bizarre, mais en fait, c'en est une adaptation assez parfaite. Et la théorie du Yuasa, c'est-à-dire que quand tu fais un animé, normalement, tu as un chara designer qui va orthonormer les personnages et qui va faire un style guide. Et tout le monde va devoir adapter son dessin pour que tout le monde fasse quelque chose de cohérent d'un plan à l'autre. Et Yuasa, il dit non, mais en faisant ça, en fait, tu tues la personnalité de chaque animateur. Et donc, lui, il va choisir chaque animateur en fonction du plan. Et il va lui permettre de s'écarter du modèle, en fait. Et donc, du coup, moi, je trouve que ça fait... un résultat graphiquement absolument fou, et puis l'histoire est géniale. Enfin, là il est actuellement disponible sur YouTube pendant quelques semaines légalement et gratuitement, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment vraiment trop bien, quoi. Et puis ensuite pareil, en fait, il a continué, là, il a fait une adaptation de Devilman aussi qui était folle. Enfin, il fait
plein de trucs fous, quoi. Et puis il avait adapté Ping Pong de. Oui, tout à fait, voilà. Ouais, donc Ça se rejoint. Ça se rejoint très clairement. Merci beaucoup Julien d'avoir participé à cette émission. En plus, t'étais malade et tout. Enfin, c'est vrai, trop, ça s'est trop entendu. sympa. Non, je pense que ça s'est pas trop entendu. Enfin, les auditeurs, vous nous le direz si vous avez entendu que Julien était malade ou pas. Mais en tout cas, merci d'avoir passé cette heure avec nous pour parler de manga et pour aussi nous présenter ce nouveau tome de Lou Sonata, tome 2, donc disponible depuis une semaine maintenant. Donc, t'as déjà eu les premiers chiffres de vente et tout au moment où l'émission sort. Oui. Ouais. Oui, là on est dans le futur. On est déjà dans le futur. Accompagné de sa bande originale, composée par le groupe Crystal Zilot, accessible gratuitement sur les plateformes de téléchargement. Et en vinyle. Pas gratuit. Merci beaucoup Julien. Merci à toi. Merci. À bientôt. Ciao. Salut. Salut.